Bonjour à vous et félicitations à vous d'être arrivé à la partie conclusive, donc dernière partie, concernant la théorie pour le permis B en Belgique. Alors il y aura des questions, des révisions et des points sur lesquels on va apporter certaines nuances qui me semblent importantes. Alors on va commencer par l'ordre d'obéissance sur la voie publique. Alors en première position, on a le policier avec ses injonctions. En deuxième position, nous avons les feux de signalisation, les feux tricolores. En troisième position, nous avons les panneaux de signalisation. Et enfin, en dernière position, nous avons le code de la route. Cela veut dire que si je suis devant un feu qui est au vert et qu'il y a un policier qui me donne une injonction d'arrêt, eh bien je dois m'arrêter quand bien même le feu est vert, car l'autorité du policier est bien plus importante que les feux tricolores. Donc dans l'ordre, policier, feu, panneau et code de la route. Le code de la route se résume à priorité de droite en règle générale. Nous avons aussi vu qu'il y avait plusieurs permis selon la catégorie de véhicules. Pour le permis A, il s'agit d'un permis moto. Permis B, un permis pour la voiture que j'espère que vous obtiendrez très prochainement. Permis C, permis camion. Permis D, permis bus. Permis G, permis tracteur s'il est sur la voie publique et non sur une propriété privée. Et permis E, il s'agit d'un permis remorque qui vient s'additionner aux autres permis. Donc on peut avoir le permis B plus E, permis C plus E, permis D plus E. Lorsque l'on passe le permis B, eh bien, il faut connaître les spécificités du permis A, du permis B et du permis B plus E, obligatoirement. Permis A pour faire la distinction entre cyclomoteur de classe A et cyclomoteur de classe B. Permis B, parce qu'il s'agit de votre permis que vous allez passer, donc il faut connaître le nombre de passagers, la masse maximale autorisée. Et le permis E qui s'additionne au B, eh bien parce qu'on peut avoir une remorque lorsqu'on roule en voiture. Permis C, D et G sont moins intéressants à connaître, donc on a moins de possibilités d'avoir une question par rapport à ces permis-là. Si maintenant vous voulez une révision complète, je vous renvoie à la première vidéo qui traite absolument de tous ces permis. Alors, 3 questions de révision. Première question, où doit être positionné le triangle en cas d'accident? Alors, en cas d'accident, si je suis sur une route pour automobilistes ou sur une autoroute, je dois apposer mon triangle de danger 100 mètres derrière mon véhicule. Si maintenant je me retrouve en agglomération, eh bien, mon triangle de danger doit être apposé 30 mètres derrière mon véhicule. Si je me retrouve dans un endroit un peu irrégulier, si je puis dire, donc un endroit où le fait de le placer 30 mètres derrière mon véhicule n'a aucun sens. Si je suis par exemple en plein carrefour, eh bien je peux placer mon triangle sur mon véhicule. Deuxième question, quel est le nombre maximal de passagers pour un véhicule nécessitant un permis B? Alors ici la question c'est combien de passagers je peux avoir? Eh bien pour un permis B, je peux rouler avec un véhicule avec 8 passagers plus le conducteur. Donc 9 places assises, une pour le conducteur et 8 places pour les passagers. Et enfin, je tiens à souligner que la définition du panneau qui se trouve sur l'image est au prochain carrefour, j'ai la priorité sur les gens qui viennent et de ma droite et de ma gauche. Donc c'est au prochain carrefour. Malgré que ce soit un panneau triangulaire et qu'on a vu que les panneaux triangulaires, donc de danger, c'est à 150 mètres, il va y avoir ce qui est dessiné sur le panneau. Pour les panneaux de priorité, il s'agit d'une exception et donc c'est au prochain carrefour, voilà ce qu'il va se passer. Donc dans ce cas-ci, au prochain carrefour, j'ai priorité sur les gens qui viennent et de ma droite et de ma gauche. Petit point de théorie, toutes les lignes blanches continues sur les routes pour automobilistes et sur les autoroutes sont en dégradé. Cela veut dire qu'elles sont en 3 dimensions. La raison, c'est de pouvoir prévenir des accidents en cas de somnolence au volant.
Le fait de rouler sur ces lignes provoque des vibrations du véhicule ainsi qu'un son fortement reconnaissable. La personne qui s'endormait au volant est avertie et peut dès lors réagir. Cette application de lignes en dégradé peut parfois être utilisée dans des routes ordinaires. Il n'y a aucune problématique à ça. Il s'agit simplement d'un moyen de sécuriser les personnes qui roulent. Petit point de bonus. Il existe deux types de radars. Il existe les radars fixes qui ne bougent pas et il existe des radars provisoires qu'on appelle des lidars et qui ont une forme de machine à laver, si je puis dire. Alors, les trois images du haut sont en rapport avec des radars fixes. Image en haut à gauche, il s'agit d'un radar fixe qui permet de flasher les véhicules en excès de vitesse. Image en haut, milieu, il s'agit en fait d'un radar qui est apposé à côté d'un feu tricolore et qui non seulement flash les excès de vitesse, mais aussi si on passe un feu rouge. Donc tous les radars qui sont mis à côté d'un feu tricolore flashent les excès de vitesse, mais aussi si on passe un feu rouge. Donc ils ont deux objectifs, et la vitesse et le respect du feu tricolore. Enfin, les radars fixes sont très souvent annoncés par le signal en haut à droite, par le panneau en haut à droite. Donc en règle générale, ils sont annoncés par ce panneau. Les lidars, quant à eux, image du bas, eh bien, ce sont en fait des radars amovibles qu'on déplace de temps en temps à certains endroits stratégiques afin de pouvoir flasher des véhicules en excès de vitesse. Donc on ne peut pas connaître leur disposition puisqu'ils sont provisoires et qu'ils changent à chaque fois de place. Alors c'est bien beau d'avoir la théorie, mais il faut aussi avoir quelques exercices pour pouvoir justement s'exercer et être prêt pour l'examen théorique. Alors j'ai mis 4 liens où il y a 4 séries d'exercices différentes qui sont comparables à des simulations d'examen. Donc nous avons différents liens, le lien 1, le lien 2, le lien 3, le lien 4, qui se réfèrent à différents sites. Donc le lien 4 vient d'être découvert par ma personne et j'estime que si vous arrivez à réussir donc la simulation d'examen gratuite qui se trouve au lien 4, eh bien vous êtes totalement apte à réussir l'examen théorique pour le permis B. Donc maintenant, ce sont des séances gratuites. Donc on a quelques questions, une cinquantaine en règle générale maximum, qui sont mises à la disposition des personnes en guise d'entraînement. Si vous voulez avoir accès à plus de questions, eh bien il va falloir payer une certaine somme qui n'est pas énorme. Donc c'est vraiment accessible à tous et il y a vraiment une batterie de questions pour pouvoir s'exercer le plus longtemps et le plus efficacement possible. Passe ton permis, donc j'ai vraiment été satisfait par les 50 questions gratuites. Il faut savoir que moi, je m'étais habitué à faire mes questions par rapport à feu vert. Je pense que tous les liens que je mettrai en description se valent puisqu'ils reprennent tous des questions d'examen, des questions similaires à l'examen que vous pourriez retrouver à l'examen. Maintenant, je tiens à souligner que je mettrai bientôt en parallèle des shorts reprenant des questions d'examen. Ce sera mon travail auquel je vais m'atteler juste après cela. Et que pour ma part, j'estime qu'il faut faire 400 questions pour être suffisamment sûr d'être prêt et ne pas avoir de surprise à l'examen théorique. Voilà, cette parenthèse étant faite, on continue avec une pincée de questions faites par ma propre personne. Donc je répète, les liens sont dans la description et il peut s'avérer que certains liens qui s'affichent sur l'image ne soient plus valides dans le futur. Donc toujours vérifier dans la description. Je veillerai à ce que les liens soient toujours valides dans la description. Question à 5 points. Le résultat de mon test d'alcoolémie est de 0,22 mg par litre d'air expiré.
combien de temps me faut-il pour redescendre à 0? Donc la question c'est redescendre à 0. Réponse A, plus d'1 heure. Réponse B, plus de 2 heures. Réponse C, plus de 3 heures. Je rappelle qu'on perd 0,07 mg par litre d'air expiré chaque heure. Ça veut dire que la première heure, je serai à 0,22 moins 0,007. Donc on voit que si on multiplie par 3 pour avoir 3 heures, 3 fois 0,07 va faire 0,22 moins 0,21. Donc à partir de 3 heures, il me restera 0,01 mg par litre d'air expiré. Donc la réponse pour que mon taux redescende à 0 complètement est la réponse C, plus de 3 heures. La voiture blanche à droite est arrêtée avec les signaux de détresse allumés. Le camion poubelle passe par la gauche sur le site propre. Est-ce qu'il est autorisé à le faire? Oui, car il s'agit d'un camion poubelle qui dépend de la voirie et de l'État. Oui, car il n'y a pas de ligne blanche continue. Oui, car le véhicule est à l'arrêt avec les signaux de détresse allumés. Eh bien, la réponse est la réponse oui, car le véhicule est arrêté avec les signaux de détresse allumés. Donc, on voit le panneau d'obligation de passer par la droite, le panneau circulaire bleu, mais comme le véhicule blanc est arrêté et qu'il bloque le passage, eh bien on peut utiliser le site propre et passer par la gauche. Ça n'aurait aucun sens de s'arrêter derrière le véhicule blanc et d'attendre que le véhicule blanc reprenne son passage. Question à 5 points. Je me fais condamner il y a 2 ans pour un stationnement interdit et un petit excès de vitesse. Je comparais une nouvelle fois devant le juge pour une infraction de roulage. Le juge A doit prononcer une déchéance du droit de conduire. B peut prononcer une déchéance du droit de conduire. Eh bien la réponse est peut prononcer une déchéance du droit de conduire. Je ne suis pas un conducteur novice et je me suis fait condamner il y a 2 ans pour des infractions qui ne se trouvent pas dans la liste des infractions à récidive élargie. Par conséquent, il y a simplement une possibilité pour le juge de déchoir du droit de conduire. Question à 5 points. Un conducteur a pris une autoroute en sens inverse. 1 an auparavant, il avait été condamné pour un grand excès de vitesse. Le juge A doit prononcer une déchéance du droit de conduire. B peut prononcer une déchéance du droit de conduire. Alors dans ce cas-ci, un grand excès de vitesse, de toute façon, le juge doit prononcer une déchéance du droit de conduire. Mais en plus, il est dans un cas de récidive car il avait pris 1 an auparavant il avait commis une infraction du 4e degré qui se trouve dans la liste des infractions à récidive élargie. Quand bien même il n'aurait pas pris l'autoroute en sens inverse, de toute façon, le grand excès de vitesse, le juge doit. Alors on termine cette partie conclusive avec les panneaux de priorité. Donc dans l'ordre, on a de gauche vers la droite le 1, 2, 3, 4. Donc le numéro 1, c'est la priorité de droite au prochain carrefour. J'insiste, tous les panneaux de priorité veulent dire au prochain carrefour, voilà ce qu'il va se passer. Donc panneau numéro 1, au prochain carrefour, priorité de droite. Panneau numéro 2, route prioritaire jusqu'à l'apparition du signal numéro 3, c'est-à-dire jusqu'à l'apparition du même panneau barré qui indique la fin de la voie prioritaire. Et enfin, le panneau numéro 4, malgré que ce soit un panneau de danger triangulaire, comme il s'agit d'un panneau de priorité, eh bien, au prochain carrefour, route prioritaire par rapport aux véhicules qui viennent et de ma droite et de ma gauche. Donc les autres véhicules me cèdent le passage. Les autres véhicules me cèdent le passage. Donc très important, les panneaux triangulaires, si ce sont des panneaux de priorité, eh bien leur définition c'est au prochain carrefour. Enfin, on a les panneaux spéciaux, le panneau triangulaire en pointe qui veut dire
céder le passage à tous les autres véhicules. Et enfin, le panneau stop qui veut dire, eh bien, je dois mettre mon véhicule à l'arrêt pour pouvoir céder le passage. Le triangle en pointe, c'est céder le passage et, si j'en ressens le besoin, m'arrêter. L'arrêt n'est pas obligatoire avec le triangle en pointe. Voilà, ceci clôt toute la théorie. Voilà, j'espère que ça a été jusque-là et j'espère que ça va bien se passer pour votre examen théorique. Donc maintenant, un petit point sur la suite. Eh bien, on va revoir les panneaux les plus fondamentaux. Donc, je pense que ça va prendre 2 vidéos. Et ensuite, on va passer à la pratique où je vais mettre 1 ou 2 circuits d'examen pratique, donc des vrais circuits en présence de vrais moniteurs. Par la suite, donc comme je l'ai dit, je m'attellerai à des questions d'examen théorique short, donc j'essaierai d'atteindre la centaine, voire les 200. Voilà, je vous souhaite un bon courage et une bonne étude, et je vous dis à très bientôt.